Bonjour à tous et bienvenue pour cette correction des deux activités que je vous ai donné à faire pour cette semaine du 26 au je sais plus combien avril. Donc là normalement la vidéo est disponible depuis ce vendredi à 14 heures. Donc théoriquement vous avez déjà fait les activités. Alors qu'est-ce qu'il fallait retenir de ces activités? Première chose, donc on va parler ici de quantification, de numérisation, c'est-à-dire qu'on passe d'un signal numérique à un signal analogique, pardon, à un signal numérique. Donc qu'est-ce que c'est qu'un signal numérique? En fait, quand vous avez du son, ce son va faire une sorte il va y avoir des compressions, des dilatations, on en a déjà parlé, mais surtout, ça peut prendre n'importe quelle valeur. De la même façon qu'une vague au bord de la mer, elle peut prendre n'importe quelle hauteur, hein. Elle peut prendre 1 cm, 1,21 cm, on peut toujours être plus précis sur la précision. D'accord? C'est-à-dire il n'y a pas de valeur interdite. Les vagues peuvent prendre une infinité de possibilités de hauteur. Le problème, c'est que si on veut transformer ça en chiffres, on va être coincé. Parce qu'on ne peut pas transformer un truc qui a une infinité de possibilités en chiffres. Ça ferait une infinité de possibilités, une infinité de chiffres. Ça ferait une taille beaucoup plus grande. Donc il va falloir transcrire ce truc-là en points qui suivent au mieux la courbe. Et c'est ce qu'on va voir dans cette activité-là. Donc première chose, voilà, le but c'est de passer d'un signal ici en vert qui est analogique, donc qui peut prendre une infinité de possibilités, en un signal qui est numérique et qui lui ne prend pas d'infinité de possibilités. En fait, il peut prendre que certaines valeurs. Ces valeurs, c'est des valeurs qui sont codées en binaire, c'est-à-dire en chiffres 0, 1, d'accord? Et par exemple, la valeur, elle peut prendre 1, 2, 3, etc. Donc là, la valeur, par exemple, là, la première valeur, ça va être, enfin, on pourra faire le calcul, etc. On ne nous demande pas de savoir coder en binaire, mais voilà. En gros, on va définir ici entre 1 et, je sais pas combien ça fait, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 valeurs. Il y a 12 valeurs possibles. Donc on va pouvoir noter sur ces 12 valeurs possibles quelle est la valeur du signal. D'accord? Et donc on aura bien transcrit, mais on voit que le signal n'a pas la même forme exactement que le signal du départ. Donc toute l'astuce va être de trouver comment transformer ce truc vert en ce truc bleu, le tout en gardant, si possible, le signal le plus proche de ce qu'on veut garder. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire. Alors déjà, première chose à faire, il va falloir faire ce qu'on appelle l'échantillonnage. Vu qu'on ne peut pas prendre une infinité de points, il va falloir qu'on se décide tous les combien de temps on va prendre un point. Donc imaginons qu'on ait ici un signal, on va dire, bah écoute, on va prendre une valeur toutes les temps de secondes. Donc toutes les temps de secondes, on prend une valeur qu'on va mesurer. Donc on va dire, ok, ce qu'on appelle l'échantillonnage. Donc on va définir la fréquence d'échantillonnage, c'est-à-dire tous les combien de temps on regarde la valeur. C'est ce qu'on appelle la fréquence d'échantillonnage. Ici, le temps entre deux valeurs, ce qu'on appelle le temps d'échantillonnage. Et ce temps d'échantillonnage nous permet de déterminer la fréquence d'échantillonnage en Hertz. Donc en gros, c'est tous les combien de temps on va regarder la valeur du signal. Ça, c'est la première chose qu'on appelle l'échantillonnage. La deuxième chose, c'est la quantification. C'est-à-dire qu'on va dire, OK, mais on ne pourra pas prendre n'importe quelle valeur non plus, verticalement parlant, en tension. On pourra prendre, par exemple, cette valeur-là, ou cette valeur-là, ou cette valeur-là, ou cette valeur-là. Donc à chaque fois, on va aller au plus proche. Donc par exemple, ce point-là, on va le prendre ici. Ce point-là, on va le prendre là. Ici, celui-là, il va être plus proche de celui-là. Celui-là va être plus proche de celui-là, etc. Et donc comme ça, en faisant un mix de l'échantillonnage et de la quantification, on va obtenir à la fin un signal qui va être, alors, il aurait été là, ça dépend en fait du nombre d'échantillonnages qu'on va faire, de la quantification qu'on va faire, le nombre de valeurs qu'on va choisir. Et donc on voit que plus on va avoir de possibilités, plus notre signal va être propre, plus il va ressembler au signal de départ. Mais évidemment, il prendra plus de place, parce qu'il va falloir plus de valeurs à rentrer dans le fichier. Et donc, pour avoir une bonne quantification, enfin une bonne qualité sonore, en fait, il a fallu attendre, enfin ça a été fait informatiquement, etc. Et en fait, la théorie, on montre que si, déjà au niveau de l'échantillonnage, c'est-à-dire au niveau de la fréquence, tous les combien de temps on va prendre une valeur, il va falloir qu'on soit à peu près au double de la fréquence maximale. Donc en gros, si on a un son dont la fréquence maximale, elle est de l'ordre de 10 000 Hz, par exemple, et bon, on va choisir une fréquence d'échantillonnage de l'ordre de au moins 20 000 Hz.
plus haut on la prend, mieux ça sera, mais plus ça prendra de place. D'accord? Et donc, concrètement, vu que le corps humain, en gros, est capable d'entendre entre 20 et 20 000, on en a déjà parlé de ça, Hertz, en fait, on va supposer qu'il faut, en gros, x2, donc en gros 40 000 Hertz. Et comme on veut être sûr de rien rater, on rate toujours 10%. Et donc, on va souvent encoder en 44 kHz. C'est-à-dire qu'on va prendre un point toutes les 1,44 millième de seconde. Et comme ça, on est sûr que même le son le plus aigu sera correctement numérisé. D'accord? Donc, quand vous regardez un fichier MP3, très souvent, ce sera en 44 kHz. Donc, par exemple, si je prends un fichier d'une vidéo, là, par exemple, je sais pas quoi, voilà, cette vidéo-là, je vais regarder dans les détails. Au niveau du son, je sais pas si c'est précisé. Voilà. Ici, on a la valeur. Taux d'échantillonnage audio, 44 000, enfin 44 kHz. 44 100 kHz, mais bon, voilà. Donc ça, c'est ce qu'il a dit Shannon. Et donc la quantification, elle, c'est là, donc là, c'est la fréquence d'échantillonnage, tous les combien de temps on prend. Et la quantification, en fait, on va noter en bits, c'est-à-dire en nombre de possibilités de graduation verticale de tension. Et plus on aura un codage important en termes de bits, plus forcément on va avoir une qualité importante en termes de quantification. Donc, par exemple, si on revient à mon fichier là, de tout à l'heure, ici, voilà, je suis encodé, alors je ne sais pas si c'est précisé, c'est pas précisé là-dessus. C'est un encodage AAC, mais bon, globalement, on va encoder en 16 ou en 32 bits, etc. D'accord? 16 octets, pardon, en 32 octets. On verra ça plus tard. Donc, concrètement, voilà. Donc là, on voit que ce dernier fichier ici, on pourra écouter les fichiers. Hein. Je vous laisse écouter. Donc ici, si on est en 16 bits, on a un son qui est pas trop, qui est propre, pas de souci. On a une bonne quantification en 16 bits et un échantillonnage qui est correct. Par contre, le morceau 2, on voit que là, on a gardé la même quantification, c'est-à-dire le même nombre de possibilités verticales. Par contre, en horizontal, on a pris un point moins souvent. Donc on voit que le signal bleu, là, il ressemble bien à la courbe verte. C'était le morceau 1. Par contre, le morceau 2, le signal bleu, il ressemble moins. Et tout de suite, vous allez voir qu'on va pas entendre la même chose. Le son paraît beaucoup plus fade. Là, on est beaucoup mieux. Et là, on est beaucoup plus terrible. D'accord? Et de la même façon, on peut aussi jouer sur l'encodage. Donc ici, le fichier 3, on va garder ce coup-ci la bonne fréquence d'échantillonnage. D'accord? Mais par contre, on va baisser le nombre de possibilités verticales. Et donc là, on va avoir un son qui va être encore différent. Donc là, on voit que le son est vraiment pas bon. D'accord? Donc l'intérêt, c'est de jouer en fait sur les deux. Alors souvent, la fréquence d'échantillonnage, on n'y touche pas trop. Parce que c'est la qualité en fait on sait maximale. Alors au-delà de ça, il n'y a pas trop d'intérêt d'échantillonner plus souvent que ça. Ce sera un peu plus net, mais à l'oreille, on n'entendra pas forcément la différence. Par contre, sur la quantification, on peut jouer un petit peu. D'accord? Et après, il arrive tout ce qui s'appelle encodage MP3, etc., etc. Mais c'est encore autre chose. Alors, donc rapidement, on vous demandait à l'aide des documents de la double page en utilisant vos connaissances sur le système auditif humain, montrer comment choisir les paramètres de numérisation afin d'obtenir un fichier audio de qualité optimale. Et ben, tout simplement, c'est ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, on va chercher à prendre une fréquence d'échantillonnage qui est au moins 2 fois supérieure à la fréquence maximale audible par le corps humain. Vu qu'un corps humain est capable d'entendre à peu près 20 000 Hz, on va encoder en 44 000 kHz, donc 44 000 Hz, donc plus de 2 fois la fréquence maximale audible par le corps humain. Donc on va avoir ce qu'on appelle, on va pouvoir, d'après le théorème de Shannon, arriver à avoir un son qui est pas trop moche. Au niveau de l'échantillonnage, la fréquence d'échantillonnage. Maintenant, en termes de qualité audio, on voit qu'en dessous de 16 bits, c'est vraiment pas terrible. Donc il faut jouer sur la qualité audio. La qualité audio, on peut monter en 16 bits ou en 32 bits. En 8 bits, ça commence à être un petit peu moins bon. Le mieux étant vraiment la fréquence 44 000 Hz pour être sûr de bien tout entendre. Et une quantification de 16 bits qui reste globalement largement suffisante pour un encodage correct.
Donc, voilà pour l'activité page 210-211. Maintenant, la correction de l'activité 2. Donc maintenant, on va essayer de comprendre comment est-ce qu'on va encoder ça. Donc vous vous doutez bien que la taille du fichier qu'on va créer va dépendre de ces deux facteurs-là. Il va dépendre du facteur échantillonnage et du facteur quantification. Plus on va avoir de possibilités horizontales et plus on va avoir de possibilités verticales, plus il faudra enregistrer de points. Et plus il faut enregistrer de points, plus notre fichier audio va prendre de la place. Alors, première chose ici, par exemple, 2 heures très volumineux, un film en Full HD peut atteindre 1 téraoctet. D'accord? Donc sur un disque Blu-ray, par exemple, ça va tout simplement pas. Donc, en fait, on va utiliser ce qu'on appelle des codecs. En fait, un codec, un encodeur, un compresseur, c'est une application qui est capable de passer d'un fichier brut qui fait une grosse taille en un fichier beaucoup plus petit, d'accord, mais qui va perdre forcément un petit peu en qualité. Le tout, c'est d'arriver à avoir un encodage qui perd en qualité, mais qui ne dégrade pas trop le signal. Donc tout ce que vous regardez, tous les MP3 que vous écoutez, tout YouTube, Spotify, Deezer, tout ça, ils sont tous encodés, compressés. Parce qu'on ne pourrait pas envoyer des fichiers en qualité brute. Ça prendrait trop de place. Par exemple, du wave, ce qu'on appelle le wave, c'est du brut, ça prend trop de place. Donc on l'utilise quasiment plus, sauf dans des cas particuliers. Mais donc nous, pour nos calculs, on va pas tenir compte de la taille, on va pas tenir compte des compresseurs, d'accord? On va juste prendre la taille en mode, enfin, on va faire le calcul tel que on l'aurait en wave par exemple. Alors comment ça marche? La formule elle est la suivante. C'est pas très compliqué en soi. Ça paraît moche, mais la formule elle est pas très compliquée. La taille du fichier, on va la noter en octets. Alors un octet, qu'est-ce que c'est? Un octet, c'est un ensemble de 8 chiffres. D'accord? Donc par exemple 0, 8, 1, pas 2, pardon, parce que c'est du binaire. Imaginons qu'on prenne ce chiffre-là. 1, 1, 0, 1. Ça, c'est un octet. Sur un octet, on peut écrire un chiffre qui va jusqu'à 2, alors ici c'est 2 puissance 0, 2 puissance 1, etc. En fait, on peut écrire en tout 256 possibilités. Donc pour chaque octet, on peut écrire 256 valeurs. Mais bon, ça ne nous intéresse pas trop pour le moment. Nous, ce qui nous intéresse, c'est savoir combien fait en octet un fichier. Je ne sais pas pourquoi je mets un C à octet, il n'y a pas de C là. D'accord. Alors, imaginons qu'on veut savoir combien fait en octet un fichier audio qu'on vient d'encoder avec une fréquence de 44 kHz d'échantillonnage, avec une quantification de 16 bits et qui dure 3 minutes. Donc, on enregistre un fichier de 3 minutes avec une quantification de 16 bits, c'est-à-dire un certain nombre de possibilités verticales, avec une fréquence d'échantillonnage de 44 kHz, donc une fréquence horizontale, d'accord? Et on va regarder quelle est sa taille. Alors, quelle est la taille de ce fichier? Déjà, ça va dépendre du nombre de points. Donc, plus la fréquence va être élevée, plus je vais avoir de points chaque seconde. Le nombre de points chaque seconde, ça correspond à la fréquence. Donc ici, je vais faire 44 000. Ça correspond donc à la fréquence d'échantillonnage. Ensuite, ça va dépendre aussi des nombres de possibilités, parce que pour chaque point, j'ai une valeur en bits. C'est-à-dire que si j'ai 16 bits, ces 16 bits, il va falloir que je les range dans un fichier qui contient une certaine taille. Et vu qu'un octet contient 8 chiffres, ici, comme j'ai 16 bits, il va bien falloir que je fasse la quantification divisée par 8 pour l'avoir en octet. Si je ne le fais pas par 8, je l'aurai en bits, mon fichier. Mais en fait, on ne parle jamais en bits, nous on parle toujours en octets. Donc je vais faire fois 16, parce que c'est 16 bits, divisé par 8, donc ça fait 2 octets par valeur. Donc chaque seconde, j'ai 44 000 points. Et ces 44 000 points sont rangés dans 2 octets. Ensuite, je vais multiplier par 2, parce que c'est du stéréo. En fait, le son que vous entendez dans l'oreille droite et le son dans l'oreille gauche, c'est deux sons différents. Donc si j'enregistre en stéréo, j'aurai forcément x2 la taille du fichier. D'accord? Et ensuite, je vais multiplier par le temps, parce que là, c'est le nombre de points chaque seconde. Et là, maintenant, il faut que je multiplie par le temps du fichier. Donc j'avais 3 minutes, et comme 3 minutes, c'est 3 fois 60, j'arrive à ce résultat-là. Alors, on prend la calculatrice. J'en ai pas sous le coude, donc on va le faire avec ça. C'est pas grave. Donc on va faire 44 000 Hz
d'accord, fois 2 octets, c'est le nombre d'octets, fois 2 pour 2 voix, fois 3 minutes. Et j'obtiens 31 680 octets. D'accord. Ensuite, pour le mettre en kilo-octets, il faut diviser par 1024. Alors pourquoi 1024? Parce que les kilo-octets, c'est 1024 octets. Donc on divise par 1024 parce que c'est l'histoire de puissance de 2. Et donc ça fait 30 937, en arrondissant, 30, on va dire 31 000, 31 donc 1000 kilo-octets. Donc on va noter KO. Et pour le mettre en mégaoctets, ce que vous connaissez vous, on va rediviser encore pour 1024. On divise par 1024 et on aura donc environ un fichier qui fait 30 MO. Et donc 30 MO pour 3 minutes de musique, c'est énorme. Ça prendrait beaucoup de place sur votre téléphone. D'où l'intérêt de compresser. Et donc, bon, le reste, c'est l'intérêt de compression, etc. Donc on va répondre aux questions. Pourquoi est-il devenu nécessaire de compresser les fichiers numériques? Parce qu'on voit que rien que 3 minutes de musique, ça fait 30 MO. Donc imaginez 30 minutes, ça fait encore x10, ça fait 300 MO, juste pour le son. Sachant que l'image, elle prend encore plus de place, parce qu'il y a encore plus d'informations pour chaque pixel, on aura un fichier qui serait monumentalement grand. Enfin, du moins, c'est beaucoup trop grand. Et donc, comme on n'a pas une taille limitée dans nos téléphones, et surtout, avec Internet, on ne peut pas transférer des quantités phénoménales de données. On peut, hein, mais ça prend du temps. Donc, il a fallu compresser. Donc ici, montrer qu'une chanson de 3 minutes enregistrée en stéréo est enregistrée à fréquence de 44 milliards avec amplification représente un fichier d'environ 32 MO. Donc c'est bon. C'est ce qu'on vient de trouver. Bon, nous on a trouvé 30, mais c'est pareil. Ils ont dû diviser par 1000, eux. Combien pourrait-on stocker sur une carte de 128 gigaoctets? Donc 128 gigaoctets, pour rappel, ça fait 128 000 mégaoctets. Si on fait comme eux le raisonnement avec 1000, d'accord? Et on divise par 32 MO. Et donc, on peut faire le calcul, hein, 128 000 divisé par 32, on peut stocker 4000 chansons. Maintenant, si on la compresse avec un format MP3 avec un taux de compression de 90%, c'est-à-dire que au lieu de représenter 30 MO, le taux de compression, le fichier final, en fait, il est 90 fois plus faible, d'accord? Donc si on fait 30 divisé par 10, en fait, on va faire 0,3, ça fait un taux de compression. Le taux de compression, c'est le taille du fichier final sur le taux du fichier initial. D'accord? Donc, si on fait le calcul, alors, je dois t'expliquer ça, j'ai dû passer un truc. C'est où? Je sais plus. Ouais, alors, donc là, oui, je sais pas, c'est bien 1024. Alors, je sais pas pourquoi ils sont partis en. Voilà. Confondre le kilo-octet, le kilo binary octet, ouais, bon, bref. Ici, il y a le petit point. Mais donc souvent, moi j'utilise toujours l'octet, le KO classique. D'accord? Enfin, moi, le KO pour moi, c'est KIO. Mais bon, voilà, on va prendre ce qu'ils disent, ok? On va dire que c'est 1000. D'accord? Donc c'est pour ça qu'ils trouvaient 32 et que moi je trouvais. En gros, si vous divisez là par 1000, vous allez retrouver le 32 MO à la fin. D'accord? Donc vous allez avoir à la fin le 32 MO si on divise par 1000. C'est pour ça qu'ils ne trouvaient pas pareil. Donc effectivement, en parlant MO, j'aurais dû parler de 32 MO. Si je fais le calcul tel que je l'ai fait moi, c'était 30 MIO. En réalité, on note jamais de MIO, on note toujours MO. Mais bon, voilà, ça c'est le petit point, euh, pointilleux. Donc ici, on vous dit, voilà, le taux de compression, il est noté là, on va le noter. Le taux de compression, c'est-à-dire, ici dans notre cas, c'était 90% pour le MP3 dans la question, c'est 1 moins la taille du fichier compressé sur la taille du fichier initial. D'accord? Alors imaginons qu'ici on a un fichier de 32 MO. Donc ici je vais faire 1 moins fichier compressé, c'est ce que je cherche, je vais l'appeler X, et je divise par 32 MO. Alors on peut le laisser en MO, hein, enfin en MIO, pardon. En MO, non. Non, je suis en MO, je dis des bêtises. 32 MO. J'ai droit.
Donc le MO, on peut laisser en MO, comme ça on aura un résultat en MO. D'accord? Alors, il a tous fait le calcul mathématique. Ensuite, on fait 0,92. Alors, on va le faire doucement, mathématiquement, pour ceux qui n'aiment pas les maths. Suivez mon regard. Sans tirer, cibler ceux qui veulent. Alors, donc, j'ai fait 0,08 en moins, évidemment, égal à moins x sur 32. Donc, on peut passer tout en positif. Et du coup, on en conclut que ça fait x égale 0,08 fois 32. Donc, on prend la calculatrice. 0,8 aïe fois 32 et on obtient 2,56 mégaoctets. Et tout de suite, c'est moins embêtant de 56 MO par rapport à 32. Et donc, pour savoir combien on peut en mettre dans 128 gigas, il suffit de faire 128 000 gigaoctets divisé par 2,56. On va le faire ici. 128 000 divisé par 2,56 et on peut stocker 50 000 chansons. Donc en fait, on passe de 4000 chansons à 50 000 chansons sur un stockage de 128 gigas. Donc c'est extrêmement important. Et le AAC est encore plus compressé que le MP3. Et en qualité, en fait, après, tout l'intérêt d'un bon codec, c'est de crypter au maximum, enfin, c'est d'encoder au maximum, pardon, le fichier pour qu'il soit le plus petit possible sans perdre en qualité. Et donc c'est là qu'il faut chercher en fait à chercher des qualités sonores de meilleures, d'accord? Donc par exemple, le MP3, on perd un peu en qualité, donc maintenant on essaie de trouver d'autres choses. Et maintenant on est carrément sur des qualités qui sont très proches de la qualité originale. Bon, par exemple, là, vous pouvez faire le choix, il y a plusieurs choses en qualité, donc il va y avoir je ne sais pas combien de qualités. Donc là, donc moi par exemple la troisième, là je le trouve moins bon. Entre le premier à l'oreille, on voit que c'est très compliqué. Moi je dirais la 2. Bah, en fait voilà, le vrai son c'était le wave. Donc finalement, on voit que le plus bon, bah, c'est presque celui-là. Ouais, bon bref, moi je n'entends pas vraiment de différence. Donc on voit qu'entre du MP3 128, 320, la qualité elle est pas énorme. Enfin, bon, après évidemment ça dépend de comment ça s'appelle de votre oreille, hein. Moi j'ai loin d'avoir une oreille musicale. Donc moi ça me dérange pas d'écouter un MP3 en 128 kilobits par exemple. Il y en a certains, ce MP3 128 c'est limite. Après j'avoue que moi en dessous de 56 kilobits en MP3 je vois tout de suite la différence. Au-dessus de 128 c'est pas voilà, c'est pas énorme. Et donc ouais, je vous parle de kilobits par seconde. En gros c'est combien chaque seconde de fichier va occuper de place. D'accord? Ça dépend évidemment du codec, en MP3, AAC, etc. Et ça dépend aussi évidemment de la qualité de compression, etc. Alors, justifier que la compression des fichiers audio se fasse avec des pertes d'informations, bah forcément, comme on l'a dit, quand on compresse, en fait, déjà, en numérisant, on va déjà perdre des informations, parce qu'on prend une information tous les temps de secondes, et puis on prend des valeurs précises, on ne peut pas prendre une infinité de valeurs, donc déjà on perd des qualités. Et en plus, une fois qu'on compresse, il va falloir qu'on trouve une solution. Par exemple, le MP3, il va enlever les fréquences très élevées. Comme c'est des fréquences qu'on n'entend pas forcément à l'oreille, pas de souci, on peut les enlever. Pareil pour les fréquences très basses, etc. Quand il y a deux sons identiques, il va les mettre dans un seul octet, etc. Donc à la fin, on va perdre en qualité. Et tout l'intérêt d'un bon codec est d'arriver en fait à encoder le fichier, à diminuer sa taille sans perdre sa qualité. Et là, c'est pas tous les codecs ne sont pas équivalents. D'accord? Donc, Microsoft a lancé ses propres codecs, WMA, Apple a ses propres codecs. Chaque entreprise essaie de lancer des codecs de compression, si possible, les meilleurs possibles. Et ensuite, conclure en discutant de la nécessité de l'intérêt des compressions des données numériques, bah, tout simplement, si on ne compressait pas, on aurait des quantités phénoménales d'informations. Des quantités phénoménales d'informations, ça veut dire beaucoup de temps pour les traiter, beaucoup de support pour les transporter, des disques durs, etc. Donc forcément, ça crée de la pollution. De la même façon, euh, lorsque vous envoyez un fichier par Internet, ça consomme de l'électricité. Il faut tourner l'ordinateur, il faut, etc.
Donc plus votre fichier va être gros, plus il va consommer de données. Et donc plus il va consommer de données, plus il va consommer de courant. Donc même écologiquement parlant, économiquement parlant, c'est intéressant de compresser les données. Maintenant, la compression c'est bien, mais c'est pas parfait parce qu'on perd de la qualité. Donc par exemple, quand quelqu'un enregistre un disque en studio, en fait, ils ne vont pas l'encoder tout de suite. Ils vont garder un master, ce qu'on appelle une version de base pure, propre. Ce qui veut dire que plus tard, dans 10, 20, 30 ans, si on arrive à développer un codec qui est encore mieux que les autres et qui arrive à crypter, enfin à encoder, parce qu'il faut, ça n'a rien à voir avec la cryptage. Le cryptage, c'est vraiment l'encodage, qui arrive à encoder le fichier d'origine qui était analogique, donc parfait, il pourra peut-être arriver à avoir un encodage qui sera encore mieux. Donc on encode toujours, enfin, on n'encode pas lorsqu'on enregistre un fichier de base. Quand on enregistre dans un studio, on essaie de ne pas encoder. Et plus tard, on encode pour mettre sur le CD, pour mettre sur Spotify, pour mettre sur Deezer, etc. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que l'encodage fait perdre des informations. Mais à l'oreille, c'est pas forcément embêtant. Mais pour quelqu'un qui est audiophile, qui a du matériel de très haute qualité et qui a une super bonne oreille, ça peut le déranger. Donc dans ce cas-là, ça devient intéressant d'utiliser de l'analogique. Par exemple, un disque 33 tours, c'est de l'analogique. Parce qu'en fait, la pointe sur un 33 tours, elle peut prendre une infinité de positions. Et donc une infinité de valeurs numériques. Donc l'analogique, ce qu'il faut bien retenir, alors je finirai avec ça, ce n'est pas quelque chose de mauvais. L'analogique est intéressant puisqu'il permet en fait d'avoir une infinité de possibilités. Mais dans le cas de 33 tours, l'inconvénient, c'est que déjà ça prend de la place. Un 33 tours, vous mettez qu'une seule musique sur un 33 tours, voire deux. Donc ça prend beaucoup de place pour une musique. Et en plus, c'est sensible aux impuretés. Un 33 tours, par exemple, un petit morceau de poussière, c'est ça qu'on va entendre, le petit crépitement. Mais si vous aviez un sillon parfaitement propre et un diamant qui se balade dessus, une tête qui se balade sur votre 33 tours parfaitement propre, le son serait identique à ce qu'on enregistrait au départ. On a quelque chose d'analogique. L'intérêt du numérique, c'est que c'est beaucoup plus transportable et ça prend beaucoup moins de place. Et on peut le transporter et on peut faire des copies à l'infini. Il suffit de copier les chiffres. Copier un 33 tours, c'est compliqué. Voilà. Donc, je m'arrête là-dessus. Je ne sais pas encore si on se revoit bientôt. On verra ça quand on aura des nouvelles. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Et on se revoit normalement, si tout va bien, la semaine prochaine. Voilà, on reviendra dessus de toute façon si vous avez des questions. Allez, bonne fin de journée à tous, parce qu'on sera normalement vendredi après-midi, quand ça sortira. Et bon week-end à tous. Et à la semaine prochaine.